ambassadeur. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Souvent, le Conseil de l'Europe est considéré comme le gardien des droits humains et de l'état de droit en Europe. Mais pourriez-vous nous expliquer plus concrètement votre rôle au sein de cette institution ? Le Conseil de l'Europe est effectivement, comme je l'ai indiqué, le gardien non statique d'ailleurs, puisqu'on progresse en la matière des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit en Europe, avec cet outil fondateur qui est la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous fêtons le 75e anniversaire cette année. Et donc la première mission du Conseil de l'Europe, c'est de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres conventions dans les différents pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Parfois, on nous interpelle en disant « mais qu'est-ce que vous faites à propos de la situation au Proche-Orient, par exemple ?» Et non, le Conseil de l'Europe ne peuvent pas être interpellés au titre de leur engagement vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce sont les pays membres du Conseil de l'Europe qui sont redevables, en quelque sorte, au Conseil de l'Europe de leurs actions en la matière. Donc notre première mission, c'est non seulement de faire respecter, mais de faire progresser les droits des Européens. Et depuis 75 ans, c'est ce que le Conseil de l'Europe fait. Et donc il a permis des avancées significatives en matière de droits humains, de démocratie et d'état de droit, ce qui ne signifie pas que le Conseil de l'Europe soit homogène du point de vue des 46 pays qui la composent, ce qui ne signifie pas non plus que nous soyons dans des situations idéales. Il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, souvent, ma foi, la démocratie recule. On le voit à l'échelle du monde, pas besoin de faire un dessin, et on le voit aussi à l'échelle de l'Europe. Merci beaucoup pour votre réponse. Deuxièmement, nous avons pu remarquer que les institutions européennes comme le Conseil de l'Europe sont souvent mal comprises ou parfois méconnues par les citoyens. Et du coup, l'association Notre Master tente de justement les rendre plus accessibles. Et en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale en France, nous aimerions savoir si vous aviez peut-être des initiatives ou quelques solutions pour rendre leur fonctionnement en tout cas plus compréhensible. C'est vrai que les institutions européennes, j'ai pu moi-même le vérifier à Strasbourg, on pourrait attendre que les locaux soient au fait de ces institutions. J'ai pu vérifier que souvent elles sont confondues, Union européenne, Conseil de l'Europe, et puis cette proximité linguistique un peu malheureuse entre Conseil de l'Europe et Conseil européen. Conseil européen de l'Union européenne, ça n'aide pas à faire la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Donc il y a une confusion, souvent les drapeaux sont les mêmes, de surcroît, le drapeau bleu avec les étoiles dorées, c'est le Conseil de l'Europe qui l'avait inventé, ce drapeau, au début des années 50, et puis c'est l'Union européenne qui l'a appliqué, si je puis dire. L'hymne à la joie, c'est le Conseil de l'Europe, puis l'Union européenne a trouvé bien, donc ils l'ont piqué. Vous voyez, tout ça n'aide pas à faire la différence, quoi. Mais donc il y a cette confusion, il est très très difficile de la combattre. Et puis il faut aussi dire que d'une manière générale, les institutions européennes n'ont pas toujours bonne presse auprès des Européens. Elles sont vues comme bureaucratiques, lointaines, comme édictant des normes qui sont contraignantes, trop contraignantes pour les Européens, pour un certain nombre de corps de métier, donc on proteste volontiers. Et puis il faut aussi dire, dans les espaces nationaux, les politiques aiment bien rejeter aussi la responsabilité de telle ou telle chose sur l'Europe. Ça permet de se dédouaner facilement soi-même. Hein. Ah bah c'est l'Europe, que puis-je y faire? Et donc on a l'Europe qui est parfois une sorte de punching ball de beaucoup, et notamment de tous les partis populistes, il faut bien dire, qui vouent l'Europe aux gémonies ou qui la critiquent de manière très très radicale, comme si l'Europe était responsable de tout. Moi je remarque quand même, l'Europe n'est pas parfaite, hein, loin de là, on pourrait en parler longuement, mais si on prend le cas de la pandémie,
heureusement que l'Europe a permis l'achat, aussi le financement de centaines de millions de doses de vaccins, et la situation sanitaire des pays européens, si on la compare aux Amériques, sans même parler de la Chine et de la Russie, est en bilan bien meilleur que ce qui a été fait ailleurs. Donc il faut aussi mesurer ce que l'Europe apporte et ne pas la critiquer trop facilement, en tout cas s'en servir comme d'un repoussoir, ce qui malheureusement souvent favorise les idées les plus simples et parfois les programmes les plus problématiques. Donc nous avons un gros effort à faire de ce côté-là, c'est certain. Alors on dit, oui, alors l'éducation, il faudrait plus d'Europe dans les programmes de l'éducation. Bon, quand on regarde les choses, il y a l'Europe, les questions européennes sont présentes dans le programme d'histoire. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, notamment en troisième et en terminale. C'est souvent en fin de programme. Alors parfois les professeurs sont tentés d'aller un peu vite là-dessus, voire de faire l'impasse. Et puis c'est présent dans les programmes d'éducation morale et civique, de MC, c'est dans le programme aussi parfois de sciences économiques et sociales au lycée, donc c'est un peu partout. En volume, c'est pas inconséquent. Il y a des partisans du pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je ne suis pas un partisan de ça. Je pense qu'il faut faire beaucoup de communication, qu'on a des efforts de communication à faire. La Cour européenne des droits de l'homme, quand même, les décisions de la Cour sont très commentées. J'observe aussi que ceux qui critiquent la Cour, un certain nombre d'hommes politiques, de responsables politiques ont critiqué la Cour ces dernières années, mais quand ils sont directement concernés par une affaire, une condamnation judiciaire, ils se tournent vers la Cour et ils font appel à la Cour. C'est donc un paradoxe que de vouer la Cour aux gémonies, mais de se tourner vers elle quand on en a besoin. C'est une remarque que je fais au passage. Prochaine question. Donc, comme nous, un grand nombre de jeunes intéressés par les questions européennes souhaitent travailler au sein de ces institutions, mais comme nous l'avons mentionné, elles peuvent paraître inaccessibles. Donc, quels conseils donneriez-vous à cette jeunesse qui aspire à travailler au sein des institutions européennes et comment peut-elle s'y préparer au mieux ? Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de cette question, et donc ma réponse sera quand même relativement générale. Ce qui me paraît utile, ce sont les stages. Ça, c'est très utile, les stages. C'est d'ailleurs un moyen de voir si on aime ce qu'on propose, bien entendu, ça c'est tout à fait important. Et vous savez que le Conseil de l'Europe, et l'Union européenne aussi, et puis chacune des représentations du Conseil de l'Europe propose des stages. Nous-mêmes, la représentation permanente de la France, nous proposons des stages. Il y a un stage chaque année pour un élève de l'INSP, donc des élèves fonctionnaires, un stage pour un élève de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et puis un stage et un apprentissage pour un élève en master 2. Donc vous n'êtes pas encore concerné. Mais vous pourrez candidater l'année prochaine si vous voulez venir passer quelques mois à Strasbourg. Donc ça, c'est un bon moyen de voir si la cuisine vous plaît et si vous aimez le travail qui est proposé. Et puis ensuite, beaucoup de stagiaires qui sont passés par chez nous ont ensuite candidaté à un poste au sein du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de postes. L'Union européenne a ses propres procédures, y compris de concours. Mais moi, je conseillerais d'abord de passer par les stages. C'est un bon moyen de mettre un pied dans le système et voir si le travail plaît. Une autre voie côté donc français, c'est celle des concours, celle du concours de la fonction publique,
de type INSP ou d'autres concours de ce genre qui permettent ensuite, par détachement, de venir travailler dans une institution européenne. Et donc, au Conseil de l'Europe, par exemple, il y a un certain nombre de fonctionnaires français qui sont détachés par leur administration et qui travaillent au Conseil de l'Europe. C'est le cas du côté de la Cour, d'ailleurs, il doit y avoir de mémoire 5 magistrats détachés par le ministère de la Justice qui travaillent à la Cour, mais il y a d'autres fonctionnaires du ministère de la Justice, de l'Intérieur, du Quai d'Orsay aussi, qui travaillent au Conseil de l'Europe. Donc la fonction publique est aussi un moyen d'entrer dans une institution internationale et en particulier l'institution européenne. Nous savons que vous êtes particulièrement engagé sur les questions des minorités, notamment par votre participation à des travaux sur les minorités raciales. Et nous voulions savoir comment se traduit cet engagement au sein du Conseil de l'Europe. Alors, au sein du Conseil de l'Europe, on s'intéresse, et de manière évidente, à tout ce qui relève de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, de haine anti-LGBT, etc. Donc, c'est des lignes fortes, puisque, bien entendu, ces formes de violence réelles et symboliques portent atteinte à la liberté individuelle, portent atteinte aux droits élémentaires des individus, menacent les personnes dans leur intégrité physique et morale. Donc il est absolument évident que nous nous y intéressons. Nous avons une grosse commission qui s'occupe, on appelle l'ECRI, qui s'occupe de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a au Conseil de l'Europe une convention qui porte sur les minorités nationales, qui a une trentaine d'années, convention que la France n'a pas signée, un rare pays qui n'a pas signé cette convention. Parce que la notion de minorité nationale, en l'espèce, renvoie moins à un groupe qui, en raison de telles caractéristiques réelles ou supposées, se trouve victime de formes de discrimination, j'en parlais à l'instant, ça c'est bien entendu important, qu'à autre chose, une minorité nationale, presque au sens 19e du terme, 19e siècle, de minorités luttant pour leur indépendance dans un espace impérial. Et vous voyez, notamment du côté de l'Europe centrale, toute la question des minorités qui a agité le printemps des peuples en 1848, et puis l'indépendance de pays comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et la Pologne, bien sûr, qui redevient indépendante en 1918. Tout ça fait partie de ces problématiques-là. Du côté français, nous n'avons pas signé cette convention parce que nous estimons que la notion de minorité nationale ne s'applique pas. Nous ne reconnaissons pas l'existence de minorité nationale en France. Il y a une nation, il y a des citoyens égaux en droit. Il y a des citoyens qui ont des droits à mieux protéger que d'autres, mais pas de groupe qui serait dans une logique, si vous voulez, de détachement par rapport à l'unité nationale. Et donc nous n'avons pas signé. Donc tout dépend de la manière dont on comprend la notion de minorité. D'ailleurs, parfois, il y a quelques décennies, il y a des sociologues qui parlaient de minorité au sens américain du terme. Au sens américain du terme, on veut dire une minorité qui existe dans le regard des autres, une identité fine en quelque sorte, qui subit différentes formes de discrimination. Et puis, par opposition à cette minorité dite américaine, au sens américain, une minorité au sens européen, avec une notion plus épaisse, culturelle, linguistique, faisant d'un groupe, un groupe qui ne se distingue pas seulement par le regard qu'on porte sur lui, mais qui a en lui-même des caractéristiques culturelles qui le distinguent des autres. C'est le cas en Europe centrale des Roms, par exemple, si on voulait prendre le cas typique d'une minorité. Donc voilà cette distinction que l'on peut faire. Et
Et moi, dans mon travail universitaire, je me suis plutôt intéressé aux minorités au sens américain du terme, au sens fin du terme plutôt qu'au sens épais. Et donc la dernière question, c'est ces dernières années, entre l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, un gouvernement pro-russe en Géorgie et des élections présidentielles annulées en Roumanie, donc dans ce contexte, quelles actions concrètes le Conseil de l'Europe mène-t-il? Merci. Oui, vous tracez un paysage qui est sombre, mais je suis d'accord avec vous. La situation, les nuages s'accumulent au-dessus de l'Europe, qui se trouve un peu prise dans un étau, il faut bien le dire, entre la Russie, a besoin de vous la décrire, mais aussi les États-Unis qui viennent de changer de chef et qui vont peut-être, sans doute, en tout cas, si on en croit les déclarations, avoir à l'égard de l'Europe une position beaucoup plus agressive, d'un point de vue économique et commercial, mais aussi d'un point de vue politique, y compris avec la question du soutien à l'Ukraine. Du côté de la Géorgie, pro-russe, ça se discute encore un peu, puisque les Russes occupent 20% du sol de l'Ukraine, donc le gouvernement ne peut pas être ouvertement pro-russe. Vous voyez, mais il y a quand même quelque chose qui l'éloigne très clairement de nos principes et qui peut le rapprocher d'une démocratie de type autoritaire, en tout cas de pays autoritaires. Et puis la manière dont les élections se sont passées est hautement questionnable. Et donc, clairement, la Géorgie nous préoccupe beaucoup, la situation en Géorgie nous préoccupe beaucoup. Et puis, vous avez cité l'annulation des élections en Roumanie. Pour c'est un autre facteur, c'est une intervention très très massive de la Russie, en l'occurrence dans les élections tentatives. Et donc là, on a, d'une manière générale, clairement une offensive de forces qui sont des forces hostiles aux grands principes de la démocratie libérale. Ce sont des forces qui sont présentes, je dirais, classiquement en Russie. Vous savez que la Russie dépense énormément d'argent dans toutes sortes d'activités qui sont des activités visant à saper les élections, avec des hackers qui s'introduisent dans les systèmes informatiques des commissions électorales, etc. Tout est fait pour saper le principe même des élections. Dans une réunion, j'entendais à Paris qu'un responsable informatique disait que la France subit environ 300 millions d'attaques informatiques sérieuses par an, indépendamment du privé, la France comme État. Ça en fait, vous voyez, presque 1 million par jour d'attaques sérieuses. Vous voyez, pour vous donner une idée du volume, c'est absolument considérable. Donc on a ça, et puis on a de l'autre côté de l'océan Atlantique, on a des milliardaires qui interviennent avec des moyens illimités et leurs réseaux sociaux et qui donnent leur point de vue, et pas que leur point de vue, en interférant dans les processus électoraux. C'est le cas pour l'Allemagne, qui interviennent pour la Grande-Bretagne, dans d'autres pays. Et là aussi, c'est évidemment une préoccupation majeure, parce que les principes mêmes de la démocratie se trouvent bafoués par une oligarchie triomphante, arrogante et disposant de moyens jamais vus. Et donc nous avons besoin là d'une réponse européenne forte et claire, que ce soit du côté de l'Union européenne. On pourrait souhaiter à cet égard que la Commission européenne élève la voix de manière un peu plus forte qu'elle ne le fait aujourd'hui,
Et puis aussi du côté du Conseil de l'Europe, et nous avons du côté du Conseil de l'Europe à réaffirmer clairement que nous ne nous laisserons pas manipuler, intimider par les agissements pernicieux de ces forces qui sont à l'œuvre, de ce que le président de la République appelait l'international réactionnaire qui est à l'œuvre d'un bout à l'autre du monde. Donc là, on a clairement une menace immédiate, clairement identifiée. Il faut absolument non pas se mettre la tête dans le sable ou attendre que ça passe et faire le dos rond, mais il faut agir. Parce que si nous ne le faisons pas, ce sont nos démocraties et c'est l'état de droit qui seront touchés peut-être de manière mortelle. Il faut imaginer que les démocraties puissent mourir. Ça, c'est quelque chose, après la chute du mur, qu'on n'imaginait pas du tout. On imaginait on parlait parfois même de la fin de l'histoire, de manière un peu hegelienne. Mais on est bien loin de cette perspective aujourd'hui. Les démocraties peuvent mourir. Et il n'est pas inscrit dans le marbre que les démocraties européennes puissent résister à tout le temps. Et donc nous avons à nous mobiliser parce que nous pourrions vivre dans des régimes et avec des formes de représentation politique qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous appelons encore la démocratie. Donc c'est à nous, c'est un nous collectif, évidemment que je veux dire, c'est à nous de nous mobiliser, parce que sinon nous serons broyés par des grands carnivores qui sont à l'œuvre dans la vie politique internationale. Nous, on est un peu des herbivores là. Mais être gentil, c'est pas un métier. Et donc, il faut se réveiller. Parce que sinon, on va être bouffé, pardonnez-moi l'expression, tout cru et très vite. Eh bien, merci. Quelle joie. Le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Et merci aux autres. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Et ben, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre aux nôtres. Plaisir. Merci beaucoup. En tout Un cas. plaisir. Merci. Bonne suite, puisque vous avez tout un programme Ouais, qui vous attend, m'a dit la dame. oui.